Bonjour Patrick Bazin. Bonjour. Bon retour à la Bibliothèque de Lyon. Merci. Vous avez été directeur de la Bibliothèque de Lyon de 1992 à 2010. Est-ce que vous pourriez nous dire comment et quand vous êtes arrivé pour la première fois à la bibliothèque? Bien longtemps avant, hein. C'était en octobre, je crois, 78. J'avais travaillé précédemment 2 ans en début de carrière à l'École des Mines de Paris, donc dans un établissement spécialisé qui n'avait rien à voir avec la Bibliothèque de Lyon, parce que j'étais très intéressé à l'époque plutôt par le côté spécialisé des bibliothèques, et plus spécialement scientifique. Et puis pour des raisons personnelles, j'ai eu à la fois envie et la nécessité en fait de revenir à Lyon, hein, puisque j'étais déjà plus ou moins lyonnais précédemment. Donc je suis arrivé en octobre 78 et le directeur de l'époque, Jean-Louis Rocher, m'avait demandé de m'occuper de ce que l'on appelait la lecture publique, c'est-à-dire le réseau des bibliothèques de quartier, uniquement le réseau adulte, hein, je ne m'occupais pas des sections jeunesse, et également tous les secteurs de prêt et disons de lecture publique de la bibliothèque de la Pardieu, c'est-à-dire la salle de prêt et ce que l'on appelait la salle d'information générale et également la discothèque. Voilà, donc j'ai passé un temps important avant de devenir directeur. Et j'ai participé en tant que responsable du service de lecture publique, en tant qu'adjoint assez proche de Jean-Louis Rocher, à toute une série d'évolutions, de transformations, quelquefois assez profondes, de l'établissement. Ce qui fait que lorsque je suis devenu directeur en 92, je connaissais bien cette bibliothèque, son histoire, le contexte également, local, culturel, politique, ce qui est très important quand on s'occupe d'une bibliothèque municipale. Quelles sont les grandes étapes ou les grands moments, les grandes mutations que vous avez connues, soit lorsque vous êtes arrivé à la bibliothèque, s'il y a eu suffisamment de temps pour que vous voyiez de grands changements, ou à la suite, ensuite, quand vous avez été directeur, quels ont été les moments forts, en fait, de votre passage à la bibliothèque? Il y a eu beaucoup de moments forts. Spontanément, je dirais la deuxième vague d'informatisation de la bibliothèque. Il faut savoir que cette bibliothèque était informatisée déjà lorsque je suis arrivé. C'était une des premières bibliothèques françaises à utiliser l'informatique et avoir même 2 systèmes informatiques, puisque le catalogue de la bibliothèque, lui, était informatisé sur des ordinateurs de la communauté urbaine de Lyon, et grâce à un logiciel spécifique. Et puis par ailleurs, le prêt à la Pardieu était déjà informatisé avec un système anglais qui s'appelait le système ALS. Donc je suis arrivé dans une bibliothèque qui était déjà habituée à l'informatique. Mais nous avons connu une grande révolution, la révolution du temps réel et de la mise en réseau de l'ensemble des bibliothèques de Lyon en 86. Ça a été un phénomène enfin, très, très marquant pour la bibliothèque. Et puis en parallèle, dans les années 80, j'ai connu, et ça m'a également marqué d'un autre point de vue, pas mal de chantiers de rénovation ou de transfert de bibliothèques. Je pense à la bibliothèque du 8e arrondissement, pas à l'actuelle, mais à celle qui existait dans les années 50-60, qui a été une première fois transférée dans de nouveaux locaux, hein, aux alentours du début des années 80. Je pense à la bibliothèque de Saint-Rambert, qui était également transférée. Il y avait une bibliothèque depuis longtemps, comme dans toutes les mairies d'arrondissement d'ailleurs, à Saint-Rambert, à la mairie de Saint-Rambert, et nous avons créé une nouvelle bibliothèque à Saint-Rambert, donc au début des années 80. Je pense aussi à la bibliothèque du 3e arrondissement, tout près d'ici, de la rue du Guesclin, qui a été transférée dans des nouveaux locaux. Donc cette première vague de rénovation, transfert-rénovation, évidemment m'a beaucoup intéressé. C'était l'occasion pour moi de travailler en étroite relation avec le service jeunesse, qui était dirigé par Marc Michalet, et de
de mieux comprendre ce secteur que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais eu à travailler avec des bibliothécaires jeunesse. Donc ça a été pour moi très intéressant parce que je me suis rendu compte que, en tout cas à l'époque, l'esprit de la lecture publique et l'esprit de l'innovation en lecture publique, eh bien, c'était dans les bibliothèques jeunesse, en général, qu'on le trouvait, hein, avec la volonté non seulement de choisir les meilleurs livres, mais aussi la volonté de ne pas transformer les bibliothèques jeunesse en bibliothèques d'école, hein, en se démarquant de la lecture ou disons des bibliothèques scolaires et en ouvrant au contraire les enfants à une lecture plaisir, une lecture loisir. Et puis avec la volonté des bibliothécaires jeunesse de développer des animations, des activités de médiation comme on dit aujourd'hui. Alors que de l'autre côté, si je puis dire, de la barrière, côté adulte, on en était resté encore à Lyon et dans beaucoup d'autres, dans la plupart des bibliothèques françaises d'ailleurs, à une vision très classique de la bibliothèque, hein, c'est-à-dire un alignement de livres sur des rayonnages, en accès plus ou moins direct, quelquefois en accès indirect. Donc l'expérience des bibliothèques jeunesse, expérience indirecte, hein, puisque je n'étais pas responsable des bibliothèques jeunesse, m'a beaucoup intéressé. Donc il y a eu ce grand tournant ensuite de 86 avec l'informatisation. Je dirais qu'il y a eu à peu près au même moment, en 86, 87, en ce qui me concerne en tout cas, un investissement, un début d'investissement très fort dans les activités culturelles. Entre 78 et 86, je me suis consacré essentiellement disons à la gestion, quoi. Enfin, à la gestion au sens classique du terme des secteurs que j'avais en charge. Et en 86, j'ai eu l'occasion d'accueillir ici, à la Part-Dieu, une exposition, et c'est une coïncidence d'ailleurs, enfin, organisée justement par la BPI, dont je suis maintenant directeur, qui s'appelait Images en bibliothèque, et qui avait été conçue par Michel Melot, qui était le grand directeur de l'époque de la BPI. Un directeur pour qui j'avais énormément d'admiration, parce que c'est toujours d'ailleurs je dirais un intellectuel, quelqu'un qui pense le métier, qui a pensé le métier bibliothécaire, mais en même temps c'est un grand spécialiste de l'image. Il avait fait des ouvrages extrêmement intéressants sur les estampes en particulier. Et donc, comme j'avais travaillé à l'École des Mines précédemment et que je m'intéressais aux sciences, cette exposition sur le thème de l'image dans les sciences m'avait beaucoup intéressé. Et Jean-Louis Rocher, le directeur de l'époque, m'avait laissé accueillir cette exposition et développer autour de l'exposition une série de conférences. Il y avait une 50aine de conférences sur un thème qui paraissait pointu a priori, mais que j'ai essayé de rendre populaire, disons relativement populaire. Et c'était une première expérience d'animation culturelle. Je n'aime pas le terme animation, hein, parce que c'est réducteur, mais disons d'activité culturelle qui m'a beaucoup apporté. Et ensuite j'ai enchaîné en 88, et puis ensuite en 89, avec des colloques assez ambitieux. En 88, j'ai organisé un colloque qui s'appelait La nature de la pensée, qui a duré 15 jours. C'était de la folie. C'est un colloque qui était consacré aux sciences cognitives et aux neurosciences, qui était assez novateur à l'époque. Hein. On y abordait les sujets les plus pointus. Et c'est un colloque, ou une série, disons, de rencontres plutôt, qui ont joué, je crois pouvoir le dire, un rôle assez important à Lyon, dans les milieux intellectuels et également dans les milieux scientifiques et de la médecine. Donc ça m'a beaucoup marqué. Je dirais que c'est ce qui m'a amené, de même que l'expérience informatique, toutes les activités que j'avais eues avant. Lorsque je suis devenu directeur donc en 92,
en octobre 92, à concevoir une réorganisation de la bibliothèque de la Part-Dieu avec un slogan que nous utilisions à l'époque. Le slogan, c'était il faut se repositionner sur les contenus. C'est-à-dire que mon expérience, disons, culturelle m'avait convaincu que ce qui comptait dans une bibliothèque, c'était moins les différents supports pris séparément, les livres par exemple, ou les journaux, ou les périodiques, que les contenus. Enfin, dit comme ça aujourd'hui, ça paraît banal d'ailleurs. À l'époque, ça l'était moins. Je pensais que c'était vraiment les contenus qui comptaient. Et qu'il fallait que les bibliothécaires, à l'âge où l'informatique, et plutôt le numérique, commençait à se développer, le numérique étant en quelque sorte un espace de convergence de toutes les formes d'expression, textuelle, visuelle, sonore, il fallait que les bibliothécaires s'apprêtent à gérer, si je puis dire, non plus simplement des livres en tant que documents, en tant qu'objet, en tant que support, mais tous les contenus possibles et imaginables. Et donc j'ai pensé qu'il était intéressant de réorganiser la bibliothèque, à la fois physiquement, les salles de la Part-Dieu, mais également et surtout les équipes de la bibliothèque de la Part-Dieu autour des contenus. C'est comme ça que en 95-96, ça a duré 2 ans, nous avons créé des équipes thématiques avec pour mission donnée à chaque équipe de non seulement acquérir les documents ou donner accès aux documents, mais également à développer tout un dispositif de médiation autour des contenus de ces documents. Oui, donc il y avait un fort enjeu managérial dans votre démarche, oui. Au moins autant qu'en direction du public, pour permettre une meilleure appropriation des contenus. Mais pour moi, c'était la dimension essentielle. Alors, je ne prétends absolument pas être un manager. Le terme de manager, je crois assez bien connaître je dirais, ce dont je suis capable. Je ne suis pas un manager au sens d'une école de management. Je pense même d'ailleurs qu'il est tout à fait nécessaire que dans les bibliothèques, en tout cas les grandes bibliothèques, il y ait, j'allais dire, de vrais managers, enfin, des personnes qui ne sont pas des bibliothécaires et qui aident les bibliothécaires à manager et à organiser. Donc je ne prétends pas du tout donner des leçons en matière de management, certainement pas. Par contre, ce qui m'intéresse effectivement, fondamentalement, dans le métier de bibliothécaire et dans ce que j'ai fait, dans ce que je fais encore aujourd'hui d'ailleurs à la BPI, c'est de révéler les bibliothécaires à eux-mêmes. Je ne suis pas bibliothécaire, je ne suis pas devenu bibliothécaire par vocation. Je l'ai souvent dit et je le répète, encore aujourd'hui, il est clair que ce n'était pas une vocation pour moi. J'ai passé l'école, le concours de l'ENSB, qui est devenu l'INSIB ensuite, tout à fait par hasard. Je peux dire d'ailleurs, pour ceux qui connaissent les bibliothèques et le monde des bibliothèques en France, que c'est en fait, comme je le dis souvent, grâce ou à cause de Bertrand Calange, que tout le monde connaît dans la profession, que je suis devenu bibliothécaire. Parce qu'au début des années 70, alors que je me posais des questions sur mon avenir, j'ai rencontré tout à fait par hasard Calange dans un café de Lyon qui me dit « Écoute, je suis dans une école, c'est très intéressant, une école des bibliothécaires. » J'étais personnellement effondré d'apprendre que Calange, que je connaissais déjà parce qu'il avait fait une classe préparatoire à Lyon dans le même lycée que moi, que Calange envisage de devenir bibliothécaire. Ça me paraissait déchoir, je le dis très franchement. J'avais une image. Quelle image, oui, justement, très technique. J'avais une image poussiéreuse, enfin pas l'image, mais une image du bibliothécaire comme étant quelqu'un de tourné vers le passé, de poussiéreux, de peu courageux, n'ayant pas d'audace, n'ayant pas une vision du monde qui l'entoure. Donc j'avais une vision assez réductrice du bibliothécaire. Et pourtant, je pratiquais personnellement, j'avais pratiqué, comme lycéen en particulier, quand j'étais en terminale, j'avais pratiqué les bibliothèques publiques. J'adorais aller travailler en bibliothèque. Mais je n'avais pas une très bonne opinion des bibliothécaires.
Et en fait, c'est Bertrand Calanche qui m'a convaincu, en quelque sorte, de passer le concours, que j'ai réussi, et je me suis retrouvé, sans véritablement le vouloir, bibliothécaire. Et je suis toujours resté sur cette idée que les bibliothécaires pâtissaient, et encore aujourd'hui, à mon avis, d'une image dépréciée, d'une image parfois négative. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes se complaisent, encore aujourd'hui, dans certaines bibliothèques, beaucoup trop, dans un rôle, je dirais, de soutier, un terme qu'on utilisait beaucoup dans le temps, dans les années 80-90, quand on parlait du métier de bibliothécaire. Alors, il est vrai que c'est un métier concret. Le bibliothécaire n'est pas un chercheur, n'est pas un professeur, n'est pas un créateur, c'est tout à fait clair. Donc il est très important de s'occuper sérieusement des soutes, justement, de la conservation, de toute la technique qui est nécessaire dans une bibliothèque. Donc j'ai appris à aimer quand même cette dimension du métier, à ne plus la sous-estimer. Je me suis rendu compte que la technique bibliothéconomique était très complexe et pouvait être tout à fait passionnante. Mais je suis toujours resté sur cette idée que le bibliothécaire doit devenir ou redevenir, dans une certaine mesure, bon, sinon un créateur ou un intellectuel, du moins un acteur de la vie culturelle et intellectuelle. Ça me paraît extrêmement important. Et l'irruption du numérique, le développement du numérique, c'est-à-dire, au fond, d'un écosystème bibliothéconomique. Je veux dire, Internet, tout ce qui gravite dans et autour d'Internet, c'est de la bibliothéconomie, une nouvelle formule. Ce sont des apps, ce sont des formats, toutes choses, au fond, qui découlent de l'univers des bibliothèques. L'Internet, c'est une espèce de bibliothèque parvenue au stade... je dirais pas ultime, parce qu'à mon avis, on n'en est pas encore au stade ultime. Peut-être qu'on en parlera après. Mais disons à un stade supérieur. Par conséquent, Internet, parce que c'est facile, de plus en plus facile d'utilisation, dégage celui qui s'intéresse au contenu, le dégage de la technicité. Et il faut que le bibliothécaire en profite. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a plus de mission technique dans les bibliothèques et que le bibliothécaire n'a plus rien à faire sur le plan technique à l'âge du numérique. Mais il est quand même, dans une large mesure, déchargé d'une partie de ce travail de soutien dont je parlais il y a quelques instants. Et donc, il est très important qu'il se consacre le plus possible à des aspects plus liés au contenu, de médiation, de pédagogie, certainement sur la technique. Il faut que nous apprenions tous, bibliothécaires ou pas d'ailleurs, à utiliser la nouvelle ingénierie de la connaissance. Et de ce point de vue-là, le bibliothécaire a un rôle pédagogique, mais cette pédagogie, elle a pour particularité de ne pouvoir, à mon avis, se faire, la pédagogie donc, sur les outils numériques, qu'à travers des contenus. C'est lorsqu'on est passionné par un contenu, lorsqu'on maîtrise un tant soit peu, parce qu'on est passionné, un sujet, que l'on apprend du coup à utiliser les outils numériques adaptés au sujet. C'est ce qui fait la particularité du numérique. Il n'y a plus cette distorsion, cette coupure entre d'un côté des outils et de l'autre des contenus. Et donc si on veut que le bibliothécaire accompagne le public, soit pédagogue, joue vraiment un rôle de bibliothécaire et est une valeur ajoutée, comme on dit, encore faut-il qu'il s'intéresse au sujet qui intéresse le public. Mais les bibliothécaires sont des experts en métadonnées. Or, on commence à parler du web de données. Et donc, est-ce que vous pensez que les bibliothécaires ont assez trouvé leur place, eux qui sont experts, en fait? Est-ce qu'ils ont assez valorisé cette expertise dans le web, en fait? Non, je ne le pense pas. Précisément, alors moi je ne suis pas un expert des métadonnées d'aujourd'hui. Je fais partie finalement quand même d'une génération de bibliothécaires
déjà âgé, si je puis dire. Et, le web de données est une réalité récente, pas forcément facile à aborder pour les gens de ma génération. Donc je connais moyennement bien cette question du web de données. Ceci dit, bon, je suis, étant au Centre Pompidou, je vois par exemple ce que fait le Centre Pompidou par rapport au web de données, à travers ce qu'on appelle le Pompidou virtuel, qui est basé sur une sémantisation de certains contenus du musée d'art moderne. Donc je vois ce qui se passe non seulement dans certaines bibliothèques comme la BNF, mais dans d'autres univers que l'univers des bibliothèques. Ça me paraît tout à fait fascinant. Et je ne suis pas sûr justement que les bibliothécaires, s'ils ne se confrontent pas au contenu à sémantiser, puissent véritablement être proactifs dans la conception et l'application des nouveaux outils du web sémantique, qui dans une large mesure leur échappent. Mais en même temps, je pense, et je ne le dis pas uniquement pour essayer de trouver coûte que coûte une justification au métier de bibliothécaire aujourd'hui, je pense qu'après une période, comment dire, de prolifération des contenus, d'accès tous azimuts à quantité de contenus, après une période de développement d'une certaine forme de chaos informationnel, pour le meilleur et pour le pire, je pense que nous avons et nous aurons de plus en plus besoin d'un ordonnancement en fait, de ces contenus. Au fond, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Peut-être que la technique n'a pas d'importance en fait. On navigue souvent, c'est comme dans le domaine de l'art, vous savez, il y a le baroque et puis le classicisme. Donc l'histoire de l'art oscille souvent entre baroque et classicisme. J'ai le sentiment que nous aspirons à revenir à une ambiance ou une période peut-être plus classique d'organisation des données. Alors, cette organisation ne serait peut-être pas hiérarchique comme elle l'était à l'époque des bibliothèques physiques, mais nous aspirons tous, autant que nous sommes, à accéder d'une façon plus sûre à l'information pertinente. Et donc ça passe certainement par une meilleure maîtrise des outils. Mais est-ce la maîtrise effectivement des outils ou des contenus implémentés dans les outils? Est-ce que derrière la question du web de données, il n'y a pas une question qui n'est pas technique, mais qui est une question d'organisation du savoir, d'organisation des connaissances? Est-ce qu'il n'y a pas une question culturelle, et je dirais une question presque politique, parce que de deux choses l'une, soit on laisse chaque point de vue se développer comme il l'entend. Après tout, n'importe quelle idée, n'importe quel contenu peut être abordé de plein de façons différentes. On peut indexer, taguer, indexer, qualifier un contenu de 10, 20, 30, 100, 1000 points de vue différents. Et justement, le numérique permet cela, permet de produire des données de référence, enfin des métadonnées sur un contenu qui peuvent être très diverses et éventuellement contradictoires, sans qu'on puisse véritablement, à mon avis, trancher sur la pertinence de telle approche par rapport à telle autre. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus immergés dans un point de vue relativiste sur les contenus et donc sur l'indexation des contenus. C'est-à-dire l'idée suivant laquelle il y aurait
une indexation idéale d'un contenu, surtout si le contenu est large, mais même si le contenu l'est moins d'ailleurs, cette idée cet idéal d'une indexation parfaite est sans doute une illusion. Bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'en situation d'indexation relativiste, si je puis dire, on ne puisse pas fiabiliser le parcours de ceux qui font des recherches ou de ceux qui veulent inscrire la description qu'ils font d'un objet, d'un contenu, dans un cadre cohérent. Bon, il y a une notion qui me paraît importante, qui a toujours été importante dans l'histoire de la culture, hein, c'est la notion de cadre de référence ou, comme disent certains épistémologues, de commensurabilité. Hein. On ne peut parler les uns avec les autres que lorsqu'on a des référents communs, lorsqu'on peut comparer les choses, même si on a des idées différentes les uns des autres. Donc cette notion de commensurabilité, cette notion de cadre de référence me paraît garder toute sa pertinence aujourd'hui. Mais il faut la combiner avec une plus grande sensibilité à la diversité. C'est peut-être ça l'évolution des choses. C'est que à une époque où tout le monde devient acteur de la société de l'information, où tout le monde produit ses propres données, hein, là on est entouré de photographies de Martine Parr, mais qui ne prend pas de photographies ? Tous les êtres humains à travers la Terre prennent des photographies, ou ont envie de les faire connaître, ou ont envie de les archiver, ou ont envie par conséquent de les indexer. Donc on est confronté à une diversité croissante dans la production des contenus et dans leur interprétation. Et donc il faut arriver à combiner une certaine fiabilité dans les parcours de recherche, hein, et dans la compréhension des contenus qui sont exposés sur Internet, avec cette diversité qui est en même temps une chance absolument extraordinaire. Hein. On a besoin aujourd'hui, ou on a la possibilité, mais en même temps le besoin, de connaître beaucoup plus de choses, sous des angles beaucoup plus variés, hein, sous des points de vue beaucoup plus variés. C'est ça l'enjeu aujourd'hui de la société de l'information et de la connaissance. Et par rapport à cette réalité un peu contradictoire, hein, maîtrise des choses et diversité, eh bien, le bibliothécaire a certainement un rôle à jouer. Pourquoi ? Non pas tellement parce qu'il est technicien, puisque la technique lui échappe dans une large mesure, mais parce qu'il a tout simplement pour mission, hein, au fond c'est une question de mission. Quelle est la mission du bibliothécaire ? Eh bien, il a pour mission de permettre à ses contemporains, ensemble, de s'approprier le monde qui les entoure, hein, de façon un tant soit peu collective au fond. Le rôle du bibliothécaire, ça a toujours été, et ce sera toujours, de favoriser un espace public, en quelque sorte, de la connaissance. Hein. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil de ce point de vue-là. Par contre, il faut inventer de nouvelles façons de faire, mais qui ne sont pas des façons techniques, qui sont plus des dispositions d'esprit. Hein, il faut que le bibliothécaire ait un pied, je dirais, du côté des contenus et du public, hein, accompagne les lecteurs, et puis de l'autre, il faut qu'il essaie de favoriser l'émergence de cadres communs, de référentiels communs. Vous évoquiez tout à l'heure la départementalisation en parlant, enfin ce que nous avons appelé la départementalisation. Est-ce que vous vous souvenez comment ce bouleversement et cet énorme chantier a été vécu aussi bien pour le public que pour les équipes ? Alors pour le personnel de la BPI, pour les équipes, de la Bibliothèque de Lyon. De la Bibliothèque de Lyon, je dirais qu'il y avait une majorité des équipes, ou en tout cas il y avait au sein de la bibliothèque des personnes qui étaient un peu motrices, hein, dans la bibliothèque, qui adhéraient au projet. Et je dirais même d'ailleurs plus. Hein. En fait, l'idée de départementalisation ne venait pas de moi. Hein. Moi, j'avais l'idée des contenus. Bon,
se recentrer sur les contenus, mais l'idée de départementalisation ne vient pas de moi. Elle est de certains collègues de la bibliothèque, en particulier de Bernadette Morel, qui m'avait dit « mais il faut s'organiser de façon thématique à la BPI ». Donc l'idée vient d'elle en réalité. Donc il y avait un certain nombre de bibliothécaires qui étaient acquis, et même davantage encore, au projet de départementalisation. Mais il y en avait d'autres qui étaient, je dirais non pas hostiles, mais enfin qui étaient sceptiques, qui ne voyaient pas l'intérêt de changer la donne. D'autant plus que nous n'avons pu... Alors là, c'est un problème, je dirais, un peu technique d'organisation. À la Part-Dieu, on ne pouvait départementaliser, c'est-à-dire répartir l'organisation en équipes thématiques, jouer la diversité au fond, que inversement en centralisant certaines activités. Bon, je pense aux prêts. Or, l'idée de la centralisation du prêt et l'idée de la spécialisation des activités de prêt était une idée qui ne convenait pas à un certain nombre de collègues de la BPI. Le prêt aurait été un échange, un moment d'échange sympathique avec le public. Voilà. La centralisation des prêts, d'ailleurs, a créé souvent beaucoup d'incompréhension et presque de conflits dans pas mal de bibliothèques à cette époque-là. Je pense à Chambéry, par exemple. Parce qu'effectivement, beaucoup de bibliothécaires pensaient que le prêt était la meilleure façon d'avoir une relation humaine et efficace, au fond, avec le public. Alors, j'avais beau leur expliquer qu'il y avait d'autres manières d'entrer en interaction positive, si je puis dire, avec les usagers, à travers des activités culturelles, à travers des activités de renseignement, mais de renseignement sur les contenus. J'avais beau expliquer ça, je me heurtais souvent ou parfois à une certaine incompréhension. Et il y a eu, à l'époque, je me souviens, un débat entre... l'expression utilisée, c'était les Européens et les Anglo-Saxons. Alors pourquoi ? Parce que nous avions avec nous, comme informaticien, un Québécois qui s'appelait Christian Ducharme, et qui considérait que les activités de prêt, alors il avait beau être québécois, il était finalement peut-être avant tout nord-américain, et il considérait que les activités de prêt, c'était des activités techniques qui pouvaient très bien être faites à la limite par des non-bibliothécaires, par des vacataires. Par des machines, un jour. Alors un jour, éventuellement par des machines. À l'époque, on ne pensait pas aux machines. Bon, aujourd'hui, on pense effectivement aux machines. Et moi, j'étais assez d'accord avec lui. Et je pensais qu'il fallait, parce que je voulais en même temps développer le prêt, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on départementalisait, on augmentait le nombre de livres en accès direct dans les salles et on augmentait le pourcentage des livres empruntables. Mon objectif, c'était aussi de booster les prêts à la Part-Dieu. Et donc, il y avait deux solutions. Soit on disséminait les postes de prêt et les activités de prêt dans tous les départements, soit on centralisait. Donc, l'option qui était la mienne, c'était de centraliser. Et je ne voulais pas que les bibliothécaires des départements, auxquels j'assignais des missions de choix des documents et de médiation autour des documents, fassent également du prêt. Parce que j'y voyais finalement une perte de temps et une activité non pertinente par rapport à ce qu'ils avaient normalement à faire. Et donc il y a eu tout un débat entre les deux options. Bon, finalement, la centralisation s'est faite. Elle s'est faite finalement sans conflit. Si ce n'est que je me souviendrai toujours, vous me parlez de phénomènes marquants, je me souviendrai toujours de le premier jour de la départementalisation, c'était donc en janvier 1996, lorsque nous avons ouvert le premier département, qui était le département sciences, et le prêt centralisé. C'était donc le 2 janvier, il neigeait, il faisait extrêmement froid, et il est vrai que le premier jour, le prêt centralisé, qui a eu tout de suite beaucoup de succès, parce qu'on avait fait de la publicité, a
a été très difficile à maîtriser, quoi. Je me vois encore devant 300 personnes, 300 usagers. Saisi d'un doute affreux. Saisi d'un doute affreux. Saisi d'un doute affreux, oui. Me demandant si on allait pouvoir maîtriser cette machine, en quelque sorte. Hein. Et je me souviens de Marc Michalet, notre collègue, qui me dit « Mais non, Bazin, tu verras, ça va se tasser, les collègues n'ont pas encore l'habitude de faire du prêt, ils vont apprendre très rapidement. Ça va se tasser. » Et effectivement, assez rapidement, le dispositif a marché fort bien. Nous faisions à l'époque 600 000 prêts, je crois, à peu près. Enfin, avant la mise en place du prêt centralisé. Donc les premiers jours, nous étions sur une tendance de 600 700 000 prêts par an. Et nous avons très rapidement, quasiment doublé le volume de prêts à la Pardieu. Donc c'était un système qui effectivement marchait bien. Hein. Quant au département, eh bien, pendant 2 ans, nous avons progressivement mis en place les départements thématiques. Nous en avons profité, pas toujours, mais dans la plupart des cas, pour rénover un tant soit peu les espaces, remplacer parfois le mobilier, les rayonnages. Donc ça a pris 2 ans au total. Et pour ce qui est du public, je pense que le public y a trouvé son compte. Bon, comme je le disais, les prêts ont beaucoup augmenté, donc les chiffres étaient là pour montrer que nous rencontrions un certain succès. Et on a su par la presse, hein, en lisant la presse, le Progrès, Lyon Capital, à l'époque il y avait un journal, enfin il y a toujours je crois un journal qui s'appelle Lyon Capital, qui s'était félicité de voir évoluer comme ça la bibliothèque de la Pardieu, hein, qui est apparue à cette occasion-là comme un lieu culturel qui comptait, quoi, qui commençait à compter parce que ça bougeait, parce que la dimension purement intellectuelle, culturelle apparaissait mieux que précédemment. Donc je pense que ça a été positif également pour le public. Et après, une fois que les équipes ont été réparties, une fois qu'elles se sont appropriées les domaines, les contenus, les espaces, que s'est-il passé ? Est-ce que les départements ont ronronné ou est-ce qu'il y a eu de nouveaux projets qui ont, comme de la production de contenu, des choses comme ça, oui. Qui ont pu Alors les départements survenir n'ont pas ronronné. On a même été, la bibliothèque a été soumise à une espèce d'ébullition, tous azimuts d'activités, d'activités culturelles en particulier. Avec, comme toujours, quand on diversifie les activités, des problèmes de coordination. Hein. C'était un des grands sujets de management et d'organisation dans cette bibliothèque. Comment coordonner des activités culturelles et de production de contenu qui partaient parfois un petit peu dans tous les sens. Hein. Alors, de ce point de vue-là, un paramètre m'avait paru dès le départ, dès la conception de la départementalisation important, c'était celui de la communication externe et de la communication tout court. C'est-à-dire que j'avais, lorsque j'ai conçu le concept de départementalisation, une espèce de, peut-être un fantasme, hein, d'organisation de la bibliothèque suivant le modèle des journaux ou des magazines, de la presse, avec cette idée qu'il fallait rubriquer en quelque sorte l'activité de la bibliothèque et synthétiser cette activité, la maîtriser, l'ordonnancer, comme dans un journal, avec un comité de rédaction. Et j'avais l'idée d'organiser la direction de la bibliothèque, en fait, comme on organise un comité de rédaction, qui aurait régulièrement défini les priorités en termes de contenu, les sujets, et qui aurait articuler ces différentes activités, depuis les acquisitions de livres, en passant par le catalogage, et pour aller jusqu'aux activités culturelles,
en fonction d'une programmation, en quelque sorte. La bibliothèque comme média. De médias. Hein. Ah ouais. Ça, c'est une idée que j'ai eue dès le début des années 90, avant même d'ailleurs d'être directeur de la bibliothèque. Alors, nous ne nous sommes pas véritablement organisés comme cela. C'est dommage d'ailleurs par certains côtés, mais enfin bon, voilà, ça ne s'est pas fait. Par contre, nous avons créé un organe de communication qui existe toujours, Topo, qui a connu plusieurs étapes dans son développement, qui est devenu aujourd'hui, me semble-t-il, un véritable magazine, avec l'idée de faire de cet organe de presse tourné vers l'extérieur, donc utile au public, mais renvoyant du coup au personnel de la BPI sa propre image, si je puis dire, et sa propre activité, un outil d'organisation. Hein, c'est-à-dire, je suis persuadé que Topo, à Lyon, à la bibliothèque de Lyon, joue un rôle organisateur. Ouais. Hein, de structuration. De structuration. Ouais. Hein. Voilà, donc ça c'est une idée, et je dirais que parmi les choses qui m'ont marqué, il y a la création de Topo au début des années 90, mais il y a surtout la troisième formule de Topo, qui a été créée, alors elle, beaucoup plus récemment, c'était dans les années 2005-2006, qui m'a vraiment marqué, parce que là, on a vraiment mis en place un véritable média, hein, avec articulation d'informations sur les activités, mais aussi de contenu, de métadonnées. On avait créé entre-temps le Guichet du Savoir, Point d'Actu, et donc le magazine papier, Topo, était vraiment la synthèse de toutes les activités de la bibliothèque. Et la création de cette troisième mouture de Topo a été pour moi un événement extrêmement important, qui a été très bien reçu, en tout cas, alors par le public, je pense, j'espère, en tout cas par les journalistes, les personnes qui s'intéressaient à la vie culturelle et intellectuelle à Lyon. Je crois que ça a bluffé pas mal de monde, et je pense que ça a bluffé pas mal de gens également parmi les bibliothécaires en France. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, mes collègues de la BPI considèrent que Topo est un modèle qu'il faudrait pouvoir atteindre, et que l'actuel journal de la BPI est loin d'atteindre pour l'instant. Hein. Donc ça, c'est un excellent souvenir. Donc sinon, vous parliez de production de contenu. Nous avons dans les années 2000, sur la base de la départementalisation, hein, c'est-à-dire fort de l'organisation des équipes en fonction des contenus, nous avons pu, du coup, mais encore avait-il fallu avant s'organiser en département, nous avons pu, dans les années 2000, en 2004 plus précisément, réaliser un certain nombre d'innovations qui me paraissent encore aujourd'hui tout à fait remarquables. D'une part, nous avons mis au point, enfin nous avons installé, hein, nous ne l'avons pas développé, mais nous l'avons installé, nous l'avons adapté à la bibliothèque de Lyon, un outil tout à fait remarquable que nous appelions Catalogue Plus, qui est non pas un moteur de recherche, mais un indexeur qui permet de rassembler en quelque sorte tous les contenus, qu'il s'agisse du catalogue ou des contenus éditorialisés de la BPI, de manière à les rendre facilement disponibles au public. Ça, c'est un premier point. Nous avons en même temps, quasiment en même temps, créé le Guichet du Savoir, qui était un service, qui est toujours un service de questions-réponses, différent de ce que l'on trouvait dans d'autres bibliothèques. Je pense aux bibliothèques anglo-saxonnes surtout, avec Question Point. Alors, la différence tenait au fait, et tient au fait que les réponses données par les bibliothécaires dans le Guichet du Savoir
sont immédiatement réinjectés, en quelque sorte, dans le système d'information de la bibliothèque. Ce qui fait que, par exemple, lorsque vous utilisez Google ou un moteur de recherche de type Google et que vous tapez des mots, vous avez toute chance de tomber sur les réponses du guichet du savoir de la Bibliothèque municipale de Lyon. Je crois que plus de 95% des entrées dans le guichet du savoir proviennent des moteurs de recherche. Pourquoi? Parce que les contenus générés par le guichet du savoir alimentent le système d'information de la BPI, lequel est très bien référencié. De la Bibliothèque de Lyon. De la Bibliothèque de Lyon, pardon, et justement pas de la BPI. Oui. C'est très bien référencé, et ce faisant, à travers le guichet du savoir, on voit ce que une activité de renseignement des bibliothécaires, puisque le bibliothécaire qui rédige une réponse répond à un lecteur qui a posé une question, et du coup on voit en quoi le fait de répondre de façon élaborée, mais en même temps assez synthétique. La Bibliothèque du Lyon est une bibliothèque généraliste, donc on reste synthétique dans les réponses. Mais en quoi le fait de se confronter au contenu, de répondre à un usager, à un lecteur, en quoi, à partir du moment où la réponse, à partir du moment où le contenu qu'on a produit, parce qu'il s'agit bien de production de contenu, est intégré au système d'information de la bibliothèque, en quoi ça vient véritablement enrichir la proposition de la bibliothèque. Et on pourrait imaginer, mais là je vais peut-être un peu vite en besogne, que si les contenus en question étaient aujourd'hui sémantisés, eh bien ils seraient encore davantage appréhendables par les moteurs de recherche, de façon encore plus efficace. Donc à travers le guichet du savoir, on voit ce qu'une bibliothèque peut apporter dans l'univers du web. Et puis, à peu près à la même époque, nous avons créé Point d'actu, qui est une autre façon d'aborder la question des contenus, puisqu'il ne s'agit pas de répondre à des questions posées, mais d'anticiper sur les centres d'intérêt des usagers de la bibliothèque en fonction de l'actualité, en proposant, autour de grands sujets d'actualité, des contenus d'orientation. Ce que j'appelle aujourd'hui, maintenant que je suis à la BPI, et je n'utilisais pas ce terme quand j'étais à Lyon, des contenus intermédiaires, oui. C'est-à-dire des contenus qui ont l'allure de vrais contenus, qu'on peut lire, qui sont éditorialisés, mais qui sont intermédiaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme le chocolat à 70 ou 80%, ils sont forts non pas en cacao, mais forts en métadonnées, forts en sémantisation des données. Oui, oui, oui. En organisation de l'information, voilà, en sens, voilà, en fait, en donnant du sens. Voilà. Est-ce que la départementalisation est une sorte d'état de perfection qui ne sera pas remis en question? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose de complètement dépassé aujourd'hui pour vous? Alors je ne dirais pas que c'est dépassé, puisque je suis en train à la BPI d'essayer de départementaliser la BPI. Mais je croyais qu'elle était déjà départementalisée. D'ailleurs, elle est départementalisée, oui, tout à fait. Non, elle l'est. Enfin, il y a moins de départements qu'à Lyon. Oui. Il y en a 3 plus 1. Par contre, elle ne l'est pas spatialement. Oui. Peut-être que l'espace s'y prête moins que la bibliothèque, sûr, avec ses multiples niveaux. Bien sûr. Alors, une des raisons pour laquelle nous avons départementalisé, nous avons créé 10 départements, enfin 9 au départ, et puis 10 avec la discothèque qui a été séparée du département musique, c'est lié au nombre de salles, tout simplement, de la bibliothèque de la Part-Dieu. Moi, j'aime bien faire de la théorie, mais enfin, je suis, comme tout bibliothécaire qui se respecte, assez pragmatique en même temps. Alors qu'à la BPI, effectivement, il n'y a pas de salle. Et il y a en plus une organisation linéaire, extrêmement rigoureuse d'ailleurs, et efficace par certains côtés, des collections. Donc, le regroupement de ces collections en départements est moins évidente à faire qu'à la Bibliothèque municipale de Lyon. Alors,
Est-ce que la départementalisation est un modèle indépassable? Certainement pas. Vous savez, moi je suis, en un certain sens, quand même pragmatique. C'est-à-dire que je pense qu'il faut s'adapter aux situations. Hein. Ce qui est vrai dans un contexte, à une époque donnée, ne l'est plus du tout après. Ce qui compte, c'est l'esprit. Hein. Ce qui me paraît devoir perdurer, c'est l'esprit de la départementalisation, c'est cet esprit d'un certain rapport au contenu, hein, qui, après tout, n'est pas nouveau. Les érudits, les bibliothécaires érudits du XVIIIe siècle étaient proches des contenus aussi. Hein. Donc cet esprit-là, cet esprit qui consiste à se méfier d'une hypertechnicité, au fond, hein, d'une technicité pour la technicité, me paraît devoir continuer à être nécessaire, hein, dans les années qui viennent. Pour ce qui est de l'organisation, moi j'ai toujours dit, il y a plusieurs organisations possibles d'une bibliothèque comme de n'importe quel ensemble, humain ou managérial. Hein. Oui, c'est évident. Non, je ne pense pas que ce soit un horizon indépassable. On a beaucoup parlé de la Pardieu, mais évidemment, vous étiez directeur des 15 bibliothèques et vous en avez construites beaucoup. Et comment s'est passé ce développement du réseau? Parce qu'on est passé de minuscules bibliothèques à de grandes médiathèques. Comment a été réfléchi ce développement du réseau? Vous m'avez posé la question au début de ce qui m'a marqué. Bon, je vous ai parlé de la première vague de rénovation des bibliothèques d'arrondissement, mais il y a eu une deuxième vague qui, elle, a été évidemment encore plus marquante que la première. Hein. C'est la vague des années 2000. Comment s'est passé ce développement du réseau? Alors, la première vague dans les années 70-80 a été portée par mon prédécesseur, par Jean-Louis Rocher, et initiée par la ville de Lyon, et plus spécialement par un élu de la ville de Lyon, qui n'avait pas la culture en charge, puisqu'il s'occupait plutôt de l'urbanisme et d'autres mandats. Il s'appelait Jacques Moulinier, mais c'était un homme de culture. J'en parle au passé parce que malheureusement il est décédé il y a, je crois, deux ans. Mais c'est quelqu'un qui avait une vraie vision de la culture en général et qui s'intéressait, à la différence d'autres élus, à la bibliothèque. Peut-être parce qu'il avait également la casquette d'urbaniste, enfin d'adjoint à l'urbanisme, et il avait bien compris que les bibliothèques structuraient, ou pouvaient structurer, le territoire d'une ville. Et il avait fait en 77, c'était avant mon arrivée, avec Jean-Louis Rocher, un projet de restructuration du réseau des bibliothèques. Parce qu'avant, la plupart des bibliothèques de quartier, d'arrondissement, étaient dans les mairies. Il y avait une bibliothèque par mairie. Hein. Quelquefois, c'était, je dirais pas un placard, mais enfin une petite pièce au fond de la mairie. Hein. Et Jacques Moulinier voulait de vraies bibliothèques correctement réparties sur le territoire, disons de façon urbanistiquement rationnelle. Et c'est comme ça qu'une première vague a été menée. Alors j'ai parlé des bibliothèques jeunesse, je n'ai pas évoqué un point à la fois positif et négatif, c'est-à-dire que cette première vague a été l'occasion pour la ville de développer les bibliothèques jeunesse, parce qu'il n'y en avait pas avant, il n'y avait pas de bibliothèque jeunesse. Bon. Il faut dire qu'en France, il n'y en avait pas beaucoup dans les années 60, 50-60. Bon. Et le développement des bibliothèques jeunesse, des secteurs jeunesse, s'est fait grâce à la création d'un service jeunesse au sein de la bibliothèque, qui était donc dirigée par Marc Michalet. Et les secteurs jeunesse se sont développés, je dirais, un peu malgré
les secteurs adultes. Il y a eu une espèce de compétition, mais qui était sans doute inévitable et sans doute indispensable au fond, entre les bibliothèques jeunesse, dynamiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, porteuses d'avenir, dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce que ça concernait les enfants, hein. Bon, donc c'était doublement ou triplement porteur d'avenir, et les bibliothèques adultes. Et du coup, nous avons créé, dans les années 70-80, des bibliothèques où il y avait 2 bibliothèques, en fait, en général séparées, quelquefois même avec 2 portes séparées, ce qui n'était pas une bonne chose. Rétrospectivement, on se rend compte que c'était absurde. Mais l'explication tient à cette compétition, à la nécessité pour les bibliothèques jeunesse de faire leur trou, si je puis dire, dans une bibliothèque. Donc ça, c'est la première vague. Et puis, nous avons remis l'ouvrage sur le métier à partir des années, à partir du mandat de Raymond Barre. Lorsque Raymond Barre est devenu maire de Lyon, donc c'était en 1995, j'ai fait réaliser, un petit peu avant les élections d'ailleurs, et j'ai utilisé le travail qui avait été fait au lendemain des élections, j'ai fait réaliser, grâce à un soutien des services techniques de la ville de Lyon, qui avait envie, en fait, d'aider la bibliothèque de Lyon. Bon, j'avais tissé de bons rapports avec les services techniques, et donc j'ai disposé d'une petite somme d'argent qui m'a permis de réaliser une première petite étude sur le redéploiement du réseau lyonnais. Une étude basée sur une évaluation de ce qu'on appelait les zones de chalandise, enfin c'est un terme d'école de commerce, disons, mais enfin dont on voit bien ce qu'il veut dire, hein. On a repéré les zones de concentration de la population, les zones où la population pouvait être demandeuse de bibliothèques. Et fort de ce premier travail prospectif, je suis allé rencontrer Raymond Barre, qui venait d'être nommé, élu maire de Lyon. Et je dois le dire, je suis allé voir simultanément le maire du 9e arrondissement de l'époque, qui était Gérard Collomb, qui n'était à l'époque pas encore maire de Lyon, mais qui évidemment, en tant que chef de l'opposition, jouait un rôle très très important à Lyon. Or, nous avions précisément besoin de faire évoluer nos bibliothèques dans le 9e arrondissement. Donc je suis allé voir le maire de Lyon, le maire du 9e, pour leur vendre, entre guillemets, l'idée de créer, en ce qui concerne Barre, de nouvelles bibliothèques à Lyon, et Gérard Collomb, une belle bibliothèque, une grosse bibliothèque sur le 9e arrondissement. Et je dois dire que j'ai été, dans les 2 cas, reçu les bras ouverts. Ça s'est très bien passé. Les 2 maires, en quelque sorte, se sont entendus très très rapidement sur un projet de médiathèque à Vèze. Et c'était le point de départ d'une 2e grande vague de création de bibliothèques. Donc nous avons créé la médiathèque de Vèze, ça a pris un certain temps, l'ouverture s'est faite en 2000, un peu avant les élections suivantes de 2001, et nous avons en quelque sorte transformé l'essai après les élections de 2001, alors que Gérard Collomb était devenu maire de Lyon. Entre-temps, je ne l'ai pas dit, mais avec Raymond Barre, nous avions fait, à la demande de Raymond Barre, une 2e grande étude sur le réseau des bibliothèques. Alors une étude beaucoup plus consistante. Il y avait deux gros volumes de 200 pages chacun. Et cette étude a été un outil extrêmement important pour défendre auprès de la municipalité ce projet de redéploiement du réseau, et de restructuration et de développement surtout du réseau. Alors, une des caractéristiques de ces différentes vagues, c'est que, vous l'aurez constaté, nous n'avons pas
augmenter le nombre de bibliothèques. Moi, je n'ai jamais défendu une augmentation du nombre de bibliothèques. Bon, je considérais qu'il manquait, et je considère toujours aujourd'hui qu'il manque peut-être une bibliothèque, mais une bibliothèque centrale, Lapardieu, 14 bibliothèques de quartier, dont quelques bibliothèques plus fortes que les autres, me paraissait, et c'est ce qui ressortait de l'étude d'ailleurs, et des 2 études qui avaient été faites, suffisant. Par contre, il fallait rénover les bibliothèques et agrandir certaines de ces bibliothèques. D'où la création de la médiathèque de Vèze. Et puis ensuite, de la médiathèque du Bachut. Donc, la caractéristique de cette évolution, c'est qu'elle s'est faite en quelque sorte de l'intérieur, hein, par enrichissement de la proposition de chacune des bibliothèques, hein, beaucoup plus que par une espèce d'extension quantitative. Moi, je dirais que ça a été une évolution un peu à la lyonnaise. Hein. C'est-à-dire qu'on a creusé le sillon, on a confirmé ce qui existait, on a renforcé ce qui existait, parce qu'il existait quand même déjà quelque chose. Lyon, dès les années 50, avait un réseau de bibliothèques dans les mairies. Hein. Donc, notre tactique, notre stratégie plutôt, ma stratégie d'ailleurs, a toujours été non pas de créer ex nihilo des choses nouvelles, y compris pour le guichet du savoir, dans tous les domaines. Je n'ai jamais eu comme philosophie, personnellement, de créer des ovnis. J'ai toujours pensé que c'était beaucoup plus intéressant de faire évoluer les choses. Moi, j'ai une vision, je dirais, un peu biologique, hein, si je voulais utiliser une métaphore. J'ai une vision biologique de l'organisation, de l'évolution des choses, etc. Et pour ce qui est du réseau, eh bien, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on a, un peu comme les cellules du corps qui se régénèrent en permanence, on a de l'intérieur régénéré le réseau. Et donc, la troisième vague de création de bibliothèques s'est faite dans les années 2000. C'était bien sûr une période entre 2001 et 2007, à peu près, pendant le premier mandat de Gérard Collomb, une période effrénée, hein, de création de bibliothèques. À l'occasion de la création des bibliothèques, nous développions les services dans chacune des bibliothèques. Je dirais que dans une certaine mesure, le modèle Pardieu se transposait au moins dans les grandes médiathèques, et même dans certaines bibliothèques un peu plus petites, avec des services diversifiés, de la production de contenu, à travers des blogs en particulier. Quelquefois, ça partait un peu dans tous les sens, mais il y avait une espèce d'ébullition à l'occasion de la création des nouveaux équipements. Je me souviens que Bertrand Calange, dont je parlais tout à l'heure, est arrivé à la bibliothèque au début de cette période, en septembre 2001. Et nous avons beaucoup travaillé ensemble sur sur le projet de création de ces nouveaux équipements, sur le chiffrage en particulier, en termes de surface, en termes de collection, en termes de personnel. Et je me revois avec Bertrand Calange aux alentours de début 2002, disons, ou plutôt c'était à l'été 2002, face à un tableau que nous avions fait ensemble, où nous avions listé tous les projets de bibliothèque que nous avions, avec une colonne investissement et une colonne fonctionnement. Parce qu'évidemment, j'avais prévu, aux côtés des investissements pour les travaux, investissement collection, investissement informatique, etc., une colonne fonctionnement, ou plutôt 2 colonnes fonctionnement, c'est-à-dire le personnel et les acquisitions, les activités, hein, les acquisitions récurrentes et les activités. Et le total, en bas du tableau, pour ce qui est du fonctionnement, c'était plus 30%, grosso modo. C'est-à-dire qu'on augmentait de 30% le personnel de la bibliothèque et on augmentait de 30% le budget de fonctionnement de la bibliothèque. Et je revois Bertrand Calange me disant, écoute, ça passera jamais, c'est pas possible, c'est hallucinant, c'est incroyable,
Ben, je lui disais oui, sans doute. Moi-même, j'étais un peu sceptique, mais je pensais que c'était bien de frapper un grand coup. Hein. Après tout, nous étions dans la deuxième ville de France, après Paris. Et finalement, ce programme a été réalisé. C'est-à-dire que pendant cette période-là, nous avons créé plus de 100 postes. Enfin, la ville a créé plus de 100 postes. Et nous avons augmenté les budgets de fonctionnement au sens, je dirais, métier du terme, de largement 30%. Donc c'était une période évidemment extrêmement importante pour moi, puis surtout pour la bibliothèque et pour les Lyonnais. Et période qui a été, je pense, quand même couronnée de succès, dans la mesure où le volume de prêts, les prêts sont un indicateur quand même de fonctionnement, ont augmenté considérablement, hein, ainsi que la fréquentation. Vous évoquiez cette compétition constructive en fait entre les bibliothèques pour enfants et les bibliothèques pour adultes. Vous n'avez jamais été tenté de construire des bibliothèques où il n'y aurait pas de différence entre les secteurs enfants et les secteurs adultes et où tout cohabiterait, comme celle par exemple qui vient d'ouvrir à Vienne, qui en plus est à côté d'un pôle musique en fait. Des bibliothèques un peu comme ça, hybrides, décloisonnées, ouvertes. Si. Mais c'était l'idée que nous avions, en particulier avec Martine Chouvy, qui dirigeait les bibliothèques jeunesse, pour la médiathèque de Vèze. Hein. Mais dans les faits, nous n'avons pas véritablement réussi à fondre en quelque sorte le public jeunesse et les activités jeunesse dans l'activité générale de la bibliothèque. Pour des raisons, je pense, des raisons liées à certaines pesanteurs professionnelles, y compris de ma part. Hein. La peur de voir en particulier le public jeunesse, enfin le public des enfants surtout, qui a des besoins et des pratiques quand même spécifiques, avec pas mal de bruit, différentes contraintes tout à fait spécifiques, voir ces enclaves en quelque sorte jeunesse mal s'adapter à un public adulte. Hein. Donc nous n'avons pas su, ou nous n'avons pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et pourtant, c'était notre idée. Hein. Et je pense qu'effectivement, c'est une idée extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, à la BPI, où il n'y a plus de bibliothèque jeunesse, il y en avait une jusque dans les années fin 80, je pense qu'il faut réintroduire, dans une certaine mesure, un public jeunesse, mais par le biais sans doute de la notion de famille. Hein, parce que je constate qu'il y a des familles qui viennent au musée d'art moderne avec des enfants et que ces familles n'ont pas leur place à la BPI. Donc par ce biais-là, je compte effectivement, j'espère que nous y arriverons, c'est pas sûr, réintroduire les enfants. Le problème c'est que quand on pense public jeunesse, on pense tout de suite collection jeunesse, on pense environnement finalement assez lourd, oui, jeunesse. Oui. Hein, alors qu'à mon avis, on peut donner une place aux enfants dans une bibliothèque adulte, entre guillemets, ou disons une bibliothèque banalisée, comme, alors je vais faire un rapprochement qui va paraître scandaleux, mais comme dans beaucoup de grands magasins aujourd'hui, où les enfants ont des coins à eux. Donc je pense qu'on peut, sans tomber dans une organisation très sophistiquée, uniquement adaptée aux enfants, donner leur place aux enfants dans une bibliothèque. Et après tout, c'est peut-être ça le plus important. Mais on a encore peut-être trop tendance à être perfectionniste, au fond, et à vouloir faire tellement bien les choses par rapport à un public qui paraît tellement spécifique qu'on crée des entités complètement coupées du reste. Voilà. Donc je pense qu'il y a là un enjeu intéressant. On a beaucoup parlé de la lecture publique, des enfants, et quelle est pour vous la place du patrimoine dans les bibliothèques? Est-ce que c'est un poids, des choses que l'on range difficilement dans des silos et qui encombrent les silos? Est-ce que c'est une chance? Voilà. C'est une chance extraordinaire. Moi qui suis maintenant directeur d'une bibliothèque qui n'a pas de patrimoine, qui n'a pas non plus d'ailleurs véritablement de territoire et qui ne fait pas de prêt, c'est-à-dire c'est une bibliothèque un peu sans filet, hein,
je sais à quel point le patrimoine en bibliothèque publique est une chose extrêmement importante. Alors moi, au départ, lorsque je suis arrivé à la bibliothèque de Lyon, je n'étais pas spécialement orienté vers le patrimoine. Je peux même avouer que lorsque j'étais à l'école des bibliothécaires, c'était relativement peu de temps après 68, à une époque où le grand débat dans les bibliothèques tournait autour de la question de l'accès direct et du prêt, et où le patrimoine apparaissait comme étant en quelque sorte réactionnaire, conservateur, c'est le cas de le dire, réactionnaire. Je faisais partie des élèves de l'ENSB, hostiles à l'enseignement du patrimoine, et j'ai boycotté les cours d'Henri Jean Martin, pour lequel j'avais par ailleurs une grande admiration. Mais je partais du principe, et je n'avais pas complètement tort à l'époque, parce qu'à chaque époque, ces enjeux, en quelque sorte, je considérais que c'était la lecture publique qui était le véritable enjeu. Bon. Ceci dit, lorsque je suis revenu à Lyon, lorsque je suis venu à la bibliothèque de Lyon, avant même d'en devenir le directeur, j'ai tout de suite perçu l'intérêt du patrimoine et, comment dire, le caractère exceptionnel de la bibliothèque de Lyon, du fait de la présence du patrimoine dans cette bibliothèque, mais du fait aussi, comment dire, de l'intégration forte de cette bibliothèque à travers le patrimoine dans l'histoire de la ville, et qui plus est d'une ville exceptionnelle. Lyon n'est pas une ville comme les autres. C'est une ville qui, à l'échelle européenne, voire au-delà, a vraiment une dimension historique. C'est pas par hasard qu'elle a été reconnue patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle l'a été parce qu'effectivement, c'est une ville où se superposent différents strates de la grande histoire. Et la bibliothèque de Lyon, à travers son patrimoine, est le témoin, mais un témoin vivant, puisque c'est un témoin qui continue à exister, y compris dans le patrimoine d'aujourd'hui et dans le patrimoine de demain. La bibliothèque est un témoin vivant et actif de l'histoire de Lyon, et à travers l'histoire de Lyon, je dirais de la grande histoire. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à exprimer. C'est quelque chose que j'ai ressenti. Le local, c'est l'universel. C'est quelque chose que j'ai ressenti très vite. Alors effectivement, le local et l'universel, et spécialement à Lyon, et spécialement à la bibliothèque municipale de Lyon. Donc moi j'ai toujours été très fier, bien que n'étant pas un spécialiste du patrimoine, n'ayant pas fait l'école des chartes par exemple, j'ai toujours été très fier d'avoir le patrimoine, d'autant plus que, évidemment, le patrimoine m'est apparu comme un matériau extraordinaire pour développer des activités culturelles et intellectuelles. Il n'y a rien de tel qu'une exposition patrimoniale ou une conférence autour du patrimoine pour, à partir du regard rétrospectif qu'on jette sur différentes choses, rebondir sur l'actualité et sur le futur. Donc, le patrimoine est un levier extrêmement important dans une bibliothèque. En plus, dans les années dont nous parlons, il y a eu une patrimonialisation progressive, je dirais, des esprits. Aujourd'hui, tout est patrimoine. C'est-à-dire que les phénomènes les plus modernes, les plus nouveaux, sont interprétés à travers le prisme historique et le prisme du patrimoine. Le patrimoine est devenu quelque chose de moderne, de postmoderne en quelque sorte. Donc, quand on est dans une bibliothèque comme celle de Lyon, où on dispose d'un patrimoine sans équivalent, dans aucune autre bibliothèque française à part la BNF, eh bien, on est extrêmement heureux. Et je crois pouvoir dire que j'ai, en tant que directeur de la bibliothèque,
agi pour le patrimoine de cette bibliothèque de façon très active. Je pense que pendant, ce que je vais dire est très prétentieux, mais pendant cette période-là, le patrimoine s'est accru de façon tout à fait considérable. S'il s'est accru de façon considérable, c'est bien parce que je m'en suis occupé et parce que ça m'a paru extrêmement important. Je peux rappeler l'acquisition au sens non pas financier du terme, des collections photographiques de l'Institut Lumière, qui a été une opération importante, qui avait un sens profond. Il s'agissait pour moi, dans une bibliothèque où il y a des Dürer et des Rembrandt, eh bien de continuer la saga de l'image dans cette bibliothèque. Il n'y avait aucune raison d'avoir des Dürer, des Rembrandt, ou que sais-je, et de ne pas avoir des images modernes, des photographies par exemple. Donc, l'acquisition de cette collection, associée bien sûr à une activité ensuite autour de la photographie, ça a été un moment très important pour moi. L'acquisition de l'Artothèque de Lyon, que le musée d'art contemporain ne voulait pas assumer, ne voulait pas récupérer dans ses locaux. Donc voilà deux exemples. Je pourrais parler d'acquisition de certains documents, de manuscrits, parfois fort chers. Je me suis efforcé de trouver pour, par exemple, le livre d'heures à l'usage de Rome, je crois que c'était en 1995, un financement important du côté d'un mécène, la Lyonnaise de Banque. Donc je me suis beaucoup démené pour à la fois accroître le patrimoine et le valoriser. Et puis bien sûr, il y a eu l'opération jésuite, si je puis dire, c'est-à-dire l'arrivée, le dépôt ici, à la bibliothèque de Lyon, de la plus grande bibliothèque jésuite d'Europe, qui était située au nord de Paris, la bibliothèque des Fontaines, avec 400 000 livres, 100 000 documents autres que des livres, donc une bibliothèque tout à fait considérable, en grande partie patrimoniale, qui est venue à Lyon parce que, eh bien, et ça j'en suis très fier, j'ai agi pour la faire venir sur toute comment dirais-je, la palette des ingrédients dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'histoire de la ville, la richesse de la bibliothèque de Lyon, les universités, les universités, sur les universités. Son organisation interne. En fait, l'opération jésuite, si je puis dire, combine tous les ingrédients que j'ai essayé de concocter et de mettre ensemble au sein de cette bibliothèque. Je veux dire par là que pour faire venir cette bibliothèque, je me suis d'abord adressé aux jésuites lyonnais, car Lyon est la ville des jésuites. Il ne faut jamais oublier que au XVIe, XVIIe siècle, les jésuites ont joué un rôle, et jouent encore aujourd'hui d'ailleurs, jouent encore un rôle très, très important à Lyon. Et donc je me suis appuyé sur le terreau lyonnais, à travers les jésuites lyonnais, pour atteindre le provincial des jésuites. Et ce sont en fait les jésuites lyonnais qui ont convaincu le provincial que l'option de Lyon pour le dépôt de cette bibliothèque, alors qu'il y avait beaucoup d'autres villes, et en l'occurrence universités qui étaient preneuses pour cette bibliothèque, qui a convaincu le provincial de faire venir cette collection à Lyon. Donc j'ai agi sur l'histoire lyonnaise à travers les jésuites lyonnais. J'ai convaincu, et je dois dire que je n'ai pas eu beaucoup de mal à convaincre le maire de Lyon de l'époque, qui était Raymond Barre, qui connaissait en fait la bibliothèque des Fontaines du fait de son immense culture personnelle, et qui tout de suite a compris les enjeux pour la bibliothèque et la cohérence d'une telle opération par rapport à l'histoire de Lyon. J'ai agi sur l'image de la bibliothèque de Lyon comme une bibliothèque très bien organisée, ce qui était vrai, ce qui est toujours vrai d'ailleurs, crédible parce que bien organisée.
une bibliothèque capable, déjà à l'époque, d'informatiser, et ça c'était un vœu des jésuites, d'informatiser le catalogue, et ensuite éventuellement, c'était aussi un vœu des jésuites, que la bibliothèque est en train de réaliser d'ailleurs, de numériser les ouvrages. Donc j'avais sous la main plusieurs paramètres extrêmement importants. Alors par ailleurs, j'avais été mêlé aux négociations menées par les Lyonnais pour l'arrivée de Normal Sup Lettres à Lyon. On m'avait demandé de faire une cartographie documentaire de Lyon pour convaincre le conseil d'administration de Normal Sup Lettres d'accepter la délocalisation à Lyon. Pourquoi? Parce que pas mal de professeurs de Normal Sup ne voulaient pas venir à Lyon en prétextant qu'il n'y avait pas de bibliothèque à Lyon et qu'il n'y en avait pas en dehors de Paris. Et donc je m'étais fait fort de démontrer qu'en particulier grâce à la bibliothèque de la Pardieu, nous avions un potentiel documentaire tout à fait considérable. Et du coup, j'avais appris par l'intermédiaire des acteurs de ce dossier qu'il y avait une entité qui aurait souhaité accueillir Normal Supérieur Lettres. C'était précisément les jésuites de la Bibliothèque des Fontaines qui disposaient d'un parc, qui disposaient d'un château, etc. En fait, il avait été question que Normal Sup aille près de Chantilly, au nord de Paris. Donc j'étais un petit peu au courant de l'existence de cette bibliothèque et j'ai fait tout de suite le lien entre la volonté lyonnaise d'accueillir Normal Supérieur Lettres et de devenir encore un peu plus une grande métropole nationale et européenne, et puis la pertinence qu'il y avait à compléter ce dispositif par l'arrivée d'une grande bibliothèque. C'était une autre forme, en quelque sorte, des délocalisations. Et inutile de vous dire que dans ce contexte-là, le maire de Lyon, certains universitaires lyonnais aussi, bien sûr, ont aidé à ce que l'opération se fasse. Donc voilà un exemple de mon rapport, si je puis dire, au patrimoine. Enfin, il y en aurait beaucoup d'autres. Oui, puis vous évoquiez donc la collection jésuite des Fontaines, qui est la première à avoir été numérisée dans le cadre du projet Google. Et vous avez été le premier bibliothécaire français, et je crois bien aujourd'hui l'unique, à avoir cette formidable opportunité. Vous parlez de Google? Google, oui, bien sûr. Oui, enfin, ça n'était pas une opportunité. En ce sens que, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, Google n'est jamais venu nous voir, n'est jamais venu me voir pour me dire « écoutez, on aimerait numériser vos collections ou mettre le grappin sur vos collections ». Parce que c'est comme ça que l'accord a quelquefois été présenté. Hein. Pas du tout. En fait, la ville de Lyon, alors d'abord je dois dire que le projet qui effectivement émanait de moi a été immédiatement soutenu par le maire de Lyon en personne, par Gérard Collomb, et c'était en fait un projet d'appel d'offres qui n'était pas appelé à déboucher obligatoirement sur un accord avec Google. Il faut savoir que la bibliothèque de Lyon avait déjà une espèce de partenariat, qui n'était pas, je dirais, totalement précis sur le plan contractuel, mais qui fonctionnait quand même avec France Télécom, ou plutôt avec une filiale de France Télécom à la Page, filiale qui numérisait des livres depuis quasiment le début des années 2000 à la bibliothèque de Lyon. Alors, à la Page a numérisé peu de livres, 1000 ou 2000 livres. L'objectif de la Page, c'était de faire des reprints papier et de les vendre en fait en librairie. Et l'intérêt de la bibliothèque de Lyon dans cette affaire, c'était de récupérer des fichiers numériques pour faire sa propre bibliothèque numérique. Et je me souviens que j'avais suggéré en fait à la Page, et donc indirectement à France Télécom, de mettre sur Internet par eux-mêmes
des fichiers et de faire une bibliothèque numérique. C'était avant qu'on ne sache que Google se lançait dans Google Books. Hein, c'était notre idée, mon idée en quelque sorte. Je trouvais logique, mais ça n'intéressait pas à la page. La seule chose qui intéressait à la page, c'était de faire des reprints et de les vendre. Bon, en tout cas, j'avais cette expérience-là. Et j'ai eu l'idée de lancer un appel d'offres en proposant aux prestataires potentiels de numériser gratuitement, puisque nous n'avions pas l'argent pour financer une grande opération de numérisation, de faire cette numérisation gratuitement, en échange de quoi le prestataire aurait l'usage commercial, ad vitam aeternam d'ailleurs, des fichiers, mais la bibliothèque récupérait son côté des fichiers et elle s'engageait simplement, ce qui était logique, à ne pas commercialiser elle-même les fichiers qu'elle récupérait pendant un certain temps. Hein. Donc il s'agissait d'un projet assez classique finalement, un appel d'offres assez, enfin, je dirais pas classique, n'exagérons pas, mais disons assez simple, hein, d'échange de bons procédés. Hein. Quand on ne peut pas payer avec de l'argent sonnant et trébuchant une prestation, on peut, et nous avions vérifié à l'époque avec la ville de Lyon la faisabilité juridique de la chose, on peut payer une prestation par un service rendu en quelque sorte au prestataire. Donc c'est ce qui a été fait. Hein. On a lancé un appel d'offres. On a profité de cela d'ailleurs pour demander aux prestataires de numériser les ouvrages à proximité de la bibliothèque de Lyon. Alors, notre idée, c'était évidemment de contrôler la numérisation à tout moment, enfin d'avoir la main sur les opérations de numérisation. Mais en même temps, je dois l'avouer, je m'étais dit que ça pouvait être un argument vis-à-vis de la mairie de Lyon et du maire de Lyon, l'argument en fait, de créer des emplois, tout simplement, à Lyon. Hein. Parce qu'au départ, je n'étais pas sûr que ce projet, qui était un projet au fond de bibliothécaire, emporte totalement l'adhésion. Hein. Donc l'idée de créer à Lyon une structure de numérisation, surtout à la fin des années 2000. Aujourd'hui, quelques années après, ça paraît assez banal, mais à l'époque, c'était extrêmement novateur, me paraissait intéressant. Et me paraissait intéressant en soi. Parce que ce que je n'ai pas dit, mais peut-être qu'on y reviendra, c'est que j'ai toujours pensé que Lyon avait un rapport historique avec les supports de l'information et avec la technologie de l'information. Avec l'imprimerie, la carte perforée, la photographie en couleur, le cinéma, la photocomposition. Donc la convergence numérique, eh bien, je dirais qu'au fond, Lyon y a participé, hein, puisque différents des ingrédients de la problématique des supports d'information se sont mis en place à Lyon, hein, et donc convergent aujourd'hui vers le numérique. Par conséquent, j'ai toujours pensé qu'il fallait que Lyon joue la carte du numérique. Et l'appel d'offres dont je parle, c'était aussi un moyen de positionner Lyon dans le champ du numérique à travers une unité de numérisation. Et puis par ailleurs, je pensais que le fait d'être une des premières bibliothèques à se lancer dans une grande opération de numérisation, c'était bon pour la bibliothèque, c'était bon pour la ville de Lyon. Moi, je me suis toujours, ça c'est un autre aspect important du métier de bibliothécaire, je me suis toujours considéré comme, enfin je me considérais, je ne suis plus à Lyon maintenant, mais comme un acteur de la vie intellectuelle, culturelle, voire même économique, hein, de la ville de Lyon. Donc nous avons lancé cet appel d'offres, et c'est Google qui a été retenu. Hein. Voilà, mais il ne faudrait pas du tout s'imaginer que Google est venu à Lyon. Google ne connaissait certainement pas Lyon, et encore moins sa bibliothèque. Hein. Par contre, je me suis félicité
évidemment qu'une entreprise comme celle-là, alors ça aurait pu être Microsoft, ça aurait pu être Yahoo. À l'époque, Microsoft avait commencé à numériser des livres à la British Library. Donc moi, je pensais que Microsoft pourrait être retenu. Je pensais aussi à France Télécom. Et donc, moi, j'ai été très, très fier qu'une entreprise mondiale comme Google pense que, eh bien oui, les collections de la Bibliothèque de Lyon, du fait de leur taille et surtout de leur complétude. Hein. La caractéristique des collections à Lyon, c'est qu'elles sont universelles en quelque sorte, enfin, principalement en langue française, mais elles touchent à tous les sujets et à toutes les époques. Hein. Donc, à Lyon, on a vraiment une collection globale. On est dans la globalisation, au fond. Hein. Et donc, Google a bien perçu l'intérêt qu'il y avait à faire une numérisation intégrale ou quasi intégrale des collections patrimoniales de Lyon, parce que, ce faisant, eh bien, un pan ou des pans entiers de l'édition européenne, au fond, du XVe au XIXe siècle, était faite, quoi. Voilà. Et sur ces 18 années de direction de la bibliothèque, est-ce qu'il y a encore vraiment quelque chose dont il vous semble important de parler? Quelque chose de particulièrement fort? On a parlé du développement du réseau, de la départementalisation, de grands moments d'animation culturelle ou d'exposition. Il y a eu le journal à soie, il y a eu la Cassagne, il y a eu de magnifiques expositions. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voudriez évoquer comme ayant été vraiment un moment particulièrement important? Dans le domaine culturel, vous venez de parler des expositions. Il y en a eu des dizaines et des dizaines. Et nous sommes ici dans l'une des salles d'exposition de la bibliothèque de la Part-Dieu, dont personnellement je suis assez fier. Hein. Je trouve que c'est une très belle salle et je trouve très, très bien d'avoir pu construire cette salle juste à l'entrée dans la nouvelle entrée de la bibliothèque, à 2 pas de l'une des principales gares françaises. Hein. Mais à côté des expositions, nous avons organisé beaucoup de rencontres avec des conférenciers, des écrivains. Et ça, c'est pour moi un souvenir très, très important. Il y a en particulier le cycle L'Occident en question, que j'avais alors personnellement, parce qu'inutile de vous dire que la plupart des activités qui sont développées à Lyon, à la bibliothèque de Lyon, ont été portées, non pas par moi, mais par les équipes, par les collègues. Bon. Enfin, il y a certaines choses que j'ai portées moi, personnellement, et par exemple le cycle L'Occident en question, qui est un cycle conçu d'une façon très simple et même simpliste, hein, puisque en fait moi je me limitais en fonction des sujets d'actualité liés à la géopolitique, aux questions internationales, à inviter des auteurs de livres qui venaient de paraître. Hein. Du fait de la proximité de la bibliothèque de la Part-Dieu avec la gare de la Part-Dieu, et du fait que, qu'on le veuille ou non, dans le domaine international et géopolitique, la plupart des meilleurs spécialistes sont parisiens, et très souvent ils sont à Sciences Po Paris. J'ai joué sur, au fond, le TGV, avec une formule très simple. On démarre à 18h30, la personne arrive à 18h par le train, 5 minutes après, elle est quasiment à pied d'œuvre, et elle repart au dernier TGV de 21h. Moyennant quoi, nous avons invité les meilleurs spécialistes des questions internationales. Certains sont revenus d'ailleurs plusieurs fois. Et nous avons eu le directeur du Monde, nous avons eu l'ancien ministre des Affaires étrangères, Védrine, nous avons eu de très très grands spécialistes. Et, moi qui suis maintenant à Paris, à la BPI, je sais que ces personnes-là se souviennent, et continuent à venir d'ailleurs à la Bibliothèque de Lyon, mais se souviennent de leur passage à la Bibliothèque de Lyon. Ça, c'est un grand souvenir pour moi, d'autant plus que créer ce cycle avait un sens pour moi après le 11 septembre. Hein. C'est-à-dire le cycle a démarré en mars 2002.
Il s'est intitulé « L'Occident en question ». Parce que j'avais le sentiment, enfin, c'était pas très original, je ne suis pas un spécialiste des géopolitiques, mais disons que j'étais quand même sensibilisé à ces questions. Il me paraissait important que la bibliothèque, non pas prenne parti, alors ça c'est un autre sujet important, qu'est-ce que le pluralisme, quel est le rôle d'une bibliothèque dans une démocratie? Donc, loin de moi l'idée de penser qu'une bibliothèque doit prendre parti, bien évidemment non. Par contre, elle doit être à l'affût, je dirais, de l'air du temps, hein, non seulement de ce qui se passe, mais de la façon dont les gens perçoivent le monde qui les entoure et les enjeux. Hein. Et la question du 11 septembre est donc de l'Occident, des pays occidentaux, hein, c'est-à-dire de l'entrée des pays occidentaux dans une ère difficile pour eux, pour les autres aussi, pour les autres pays aussi, bien évidemment, mais peut-être plus spécialement pour les pays occidentaux, dans la mesure où le 11 septembre a symbolisé en quelque sorte non seulement un rapport de force, enfin, mais de façon endogène, de façon interne aux pays occidentaux, l'émergence d'un doute, hein, de ces pays et de ces peuples sur eux-mêmes. Hein. Doute dont on voit d'ailleurs aujourd'hui, non pas les effets, mais les expressions récentes. Hein. Donc moi j'ai ressenti très fort cette notion de doute. Et alors, comme je suis de formation, disons, philosophique, et que j'ai tendance à globaliser, à faire des liens surtout entre des choses qui paraissent éloignées les unes des autres, j'ai fait un lien, je continue à faire un lien entre les problèmes, disons, de l'Occident, de la culture occidentale, les doutes de cette culture et la question des bibliothèques. Hein, c'est-à-dire que pour moi, les bibliothèques publiques, telles qu'on les pense ici, en fait, ce sont des bibliothèques occidentales, hein, c'est-à-dire des bibliothèques pluralistes, des bibliothèques encyclopédiques, des bibliothèques qui s'adressent à tout le monde, etc., etc. Qui n'est pas forcément le modèle de tous les pays, de tous les peuples. Il y a des bibliothèques qui ne sont pas pluralistes, il y a des bibliothécaires qui sont tous sauf des démocrates. On pourrait rappeler que pas mal de tyrans du XXe siècle étaient bibliothécaires, ou ont été bibliothécaires dans leur jeunesse. Donc il ne faut pas trop se faire d'illusions, hein, sur les bibliothèques en général. On associe spontanément la bibliothèque à la démocratie, à l'ouverture d'esprit, etc. Ça n'est pas si évident, si naturel que cela à l'échelle mondiale. Par contre, ça l'est dans les pays occidentaux avancés. Bon, la France, une bonne partie de l'Europe, les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord. Bon. Et c'est ce modèle-là qui porte les bibliothécaires français d'aujourd'hui. Hein. C'est le modèle d'une bibliothèque démocratique, moderne, ouverte à tous, etc. Bon. À partir du moment où le modèle civilisationnel occidental s'est trouvé, en quelque sorte, remis en question autour de cette date symbolique de 2001, du 11 septembre, mise en question de l'extérieur, mais également de l'intérieur, par lui-même. Hein. Il a commencé à douter très fortement. Après une période, dans les années 90, c'est-à-dire la période qui s'étale entre le 11 septembre et puis, en fait, la chute du mur de Berlin, après cette période euphorique, hein, où on pouvait penser que le modèle, justement, démocratique occidental allait s'étendre d'une façon naturelle et douce au monde entier. Il y a même eu un philosophe américain, Fukuyama, qui a écrit ce fameux livre « La fin de l'histoire », hein, qui pensait que, ça y est, il n'y avait plus d'histoire, que le monde devenait
non pas un long fleuve tranquille, mais presque. Et arrive le 11 septembre. Et le 11 septembre a été une prise de conscience. Et je pense que pour ce qui est des bibliothèques et du modèle, surtout de la bibliothèque publique, les questionnements que nous avons aujourd'hui sur la bibliothèque et sa capacité, je parlais tout à l'heure de référentiel commun, de commensurabilité, sa capacité à faire sens dans le vivre ensemble, hein, c'est-à-dire à favoriser. Alors, la bibliothèque n'est pas la seule à pouvoir le faire. Enfin, c'est une institution importante de ce point de vue-là, à favoriser le vivre ensemble. Tous les doutes que les bibliothécaires portent aujourd'hui quant à leur métier, fondamentalement ne sont pas des doutes techniques, ce ne sont pas des doutes qui sont liés à Internet, c'est beaucoup plus des doutes liés à leur capacité à faire sens, à mon avis. Et donc, j'en reviens au cycle L'Occident en question. Ce qui m'a poussé à créer ce cycle de conférences, c'est précisément mes interrogations quant à l'avenir d'un certain modèle et donc à l'avenir des bibliothèques. Vous voyez, j'ai toujours tendance à faire des liens entre des choses extrêmement séparées, mais je pense que ça doit être ça, justement, le rôle du bibliothécaire, à rabouter les bouts, hein, les fils, et à essayer de jouer le rôle d'interface, en quelque sorte, dans la cité. Une Voilà. dernière question. Est-ce que vous avez finalement assez peu évoqué votre parcours, vos études, et en fait vous avez fait les études de philosophe. Et donc, est-ce que vous êtes plutôt un philosophe bibliothécaire ou un bibliothécaire philosophe, ou une sorte d'hybride en fait de ces deux tendances? Je ne prétends pas être philosophe, hein, vraiment pas. Mais j'ai une tournure d'esprit philosophique, ça c'est vrai, hein, pour le meilleur ou pour le pire. J'ai une tournure d'esprit philosophique. Et donc je suis d'abord philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui a une tournure d'esprit philosophique, et secondairement un bibliothécaire. Je veux dire par là que la vie aurait fait que juste une autre profession, j'aurais appliqué à cette autre profession la même tournure d'esprit. Hein. Ça, c'est une chose très très importante. Alors, j'ai une tournure d'esprit philosophique depuis toujours, enfin depuis ma jeunesse. Hein. J'ai lu les philosophes très très tôt, et j'ai vraiment une tournure d'esprit philosophique. Et puis ensuite, j'ai fait des études de philosophie. Et il se trouve que lorsque je suis venu à Lyon en 68, c'était juste après les événements de 68, je suis venu en classe préparatoire au lycée du Parc. Ensuite, après les 2 années au lycée du Parc, j'ai eu comme professeur à l'université François Dagonier. François Dagonier, qui a été pendant de nombreuses années professeur de philosophie à Lyon. Ensuite, il a été professeur de philosophie à la Sorbonne. Il est aujourd'hui à la retraite. Et François Dagonier, qui est une des grandes figures intellectuel de Lyon, bien qu'il n'était pas lyonnais, qu'il n'ait pas passé toute sa vie à Lyon. Mais il a beaucoup marqué la vie intellectuelle de Lyon. François Dagonier était à la fois philosophe, mais il était médecin, mais réellement médecin, c'est-à-dire qu'il avait fait des études de médecine, il était chimiste, mais réellement chimiste. Bref, c'était un homme encyclopédique, qui connaissait tout, qui connaissait tous les milieux, qui, par exemple, a beaucoup travaillé avec le professeur Jouvet, qui a failli être prix Nobel, et qui était le grand spécialiste du rêve. Hein, c'est celui qui a découvert le rêve paradoxal, et qui aurait dû ou pu avoir le prix Nobel pour cela. Grande figure lyonnaise également. Et François Dagonier disait toujours, mais la philosophie, ça n'a de sens que si on l'applique à quelque chose, peu importe. Ça peut être la chimie, ça peut être la médecine, ça peut être l'histoire du mobilier. Et il a eu comme élève d'ailleurs comment dit-on, un marchand de meubles anciens lyonnais, qui a fait une thèse de philosophie sur les meubles anciens. Donc,
Pour Dagonet, la philosophie devait s'appliquer à n'importe quel objet. Mais évidemment, il y avait pour lui un objet parmi les objets qui était l'objet des objets, à savoir la bibliothèque. Hein, puisque, au fond, Dagonet avait une approche de la réalité et des différentes disciplines, de la médecine en particulier. Il avait fait une thèse sur les remèdes, qui s'intitule « La raison et les remèdes ». Le centre d'intérêt de Dagonet, c'était d'arriver à comprendre comment les hommes arrivent à mettre en bouteille, en quelque sorte, la diversité des choses, grâce à la mise en tableau, grâce aux formules chimiques, grâce à des graphiques, grâce à du traitement de l'image, grâce aux bibliothèques, qui sont des organismes qui rassemblent, qui classent, qui rassemblent la diversité, qui l'ordonnent pour mieux la faire comprendre. C'était quelqu'un qui se méfie beaucoup de la profondeur. À l'époque, à Lyon, il y avait deux camps philosophiques. Lorsque j'étais étudiant et lorsque Dagonet était professeur, il y avait les tenants de la métaphysique, en quelque sorte, et d'une métaphysique spiritualiste, liée au mouvement personnaliste, qui était un mouvement philosophique et religieux très très important à Lyon. Et puis vous aviez les tenants, disons, de l'épistémologie, avec justement François Dagonet. Et les tenants de l'épistémologie, François Dagonet, se méfiaient de la profondeur. Il disait toujours la vérité, les choses importantes ne sont pas dans la profondeur, elles sont dans la surface. Prenez le corps humain, ce qui est important dans le corps humain, c'est l'expression du corps à travers la peau. Et le bon médecin, c'est celui qui sait lire les signes de la maladie, par exemple, à travers la couleur de la peau, les mimiques, etc. Donc, Dagonet avait toute une philosophie de la surface, qui aujourd'hui est très à la mode, qui s'avère être très juste. Vous savez qu'aujourd'hui, on pratique de moins en moins l'effraction des corps pour comprendre ce qui se passe dans le corps. On interprète de l'extérieur, ou on fait de l'imagerie médicale qui déplie en quelque sorte le corps à travers des images de scanners ou de tomographie, etc. Donc, toute une philosophie des signes et de l'organisation des signes en graphes et en tableaux. Bon. Donc, moi, j'ai été, bien sûr, influencé par cette vision, et puis par l'encyclopédisme qu'incarnait dans sa personne Dagonet. Et lorsque j'ai réussi le concours des bibliothèques, dans les circonstances dont je vous ai parlé, du fait de l'action de mon collègue Bertrand Calange, j'étais catastrophé, parce que je n'avais pas envie de travailler en bibliothèque. Et j'en ai parlé à François Dagonet. François Dagonet m'a dit « mais c'est extraordinaire ». Il dit « j'aurais aimé être bibliothécaire ». D'ailleurs, il passait sa vie à la bibliothèque de Lyon. Vous voyez, la boucle est bouclée, enfin, tout est dans tout en réalité. Il connaissait très bien le fonds ancien de la bibliothèque de Lyon. Et c'est lui qui m'a empêché, au fond, de ne pas bénéficier de l'avantage du concours que j'avais réussi, quoi. Donc je suis devenu bibliothécaire également un peu à cause de François Dagonet. Et donc, j'ai toujours essayé de concevoir mon métier, effectivement, comme l'application, je dirais, de mon esprit philosophique, ou de la philosophie, et d'une philosophie à la Dagonet, c'est-à-dire d'une philosophie qui consiste à mettre ensemble des choses différentes, à les rassembler, et à les expliciter, à leur donner du sens par une meilleure organisation. Je pense que les bibliothèques, effectivement, sont des objets philosophiques. Et d'ailleurs, leur avatar numérique, c'est-à-dire Internet, et la culture numérique est une culture profondément philosophique. Je trouve que nous vivons d'ailleurs une époque très curieuse du fait du numérique, une époque à la fois très abstraite
Je trouve qu'on n'a jamais été aussi abstrait dans le rapport au réel. C'est-à-dire que votre machine à laver est devenue intelligente, par exemple. Tout est devenu intelligent. Hein. Tous les êtres humains, même ceux à la limite qui ne savent pas lire, utilisent, grâce à des icônes, des outils extrêmement sophistiqués, des outils numériques extrêmement sophistiqués, font des relations, etc. Donc, l'humanité entière est immergée dans un processus très intellectuel et même intellectualiste. Je trouve ça assez étonnant. Et puis en même temps, et ça c'est le grand paradoxe de notre époque, on n'a jamais été aussi concret et attiré par la singularité. Vous parliez du local et du global. On n'a jamais autant parlé des régions, des langues régionales, du quartier, de l'histoire du quartier, de la famille, de l'histoire de sa propre famille, etc. Donc il y a une espèce comme ça, de va-et-vient entre une vision globalisante et utilisant des outils de plus en plus abstraits, et puis un souci du concret, de l'immédiat, du singulier, du corps aussi, hein, du corps physique, hein, tout à fait exceptionnel. Hein. Donc, de ce point de vue-là, nous vivons une période absolument extraordinaire. Alors, pour ce qui est du corps et de l'aspect concret, local, physique des choses, je pense que là aussi, les bibliothèques ont quelque chose à dire. Hein. Elles ont à dire des choses du côté abstrait, puisque ce sont des outils d'organisation du savoir. Bon. Donc ça, c'est le versant ingénierie de la connaissance. Mais les bibliothèques sont également des lieux. Et sont peut-être d'abord des lieux insérés dans une ville, dans un village, connectés à des communautés humaines. Et c'est ce qui fait de plus en plus leur force, hein, par rapport à l'Internet qui effectivement les supplante les bibliothèques en matière d'accès à l'information et en matière d'organisation de l'information. Les bibliothèques, elles ont, par rapport à Internet, un plus du côté de leur inscription dans le réel, quoi, dans la réalité. Et je pense qu'un des enjeux des bibliothèques, c'est de tenir les deux bouts de la chaîne et à la fois, bien sûr, de donner accès aux informations, mais également de réincarner les informations, les concepts, les idées. Je dis bien de les réincarner. Et moi, aujourd'hui et depuis longtemps, j'ai le fantasme d'une bibliothèque qui fonctionnera un peu comme un musée. C'est-à-dire, je trouve que les musées, et c'est pour ça que le patrimoine est très important, je trouve que les musées de peinture ou d'ethnologie, enfin les musées en général, ont énormément progressé dans la médiation autour des œuvres. Et je trouve que les bibliothèques devraient prendre exemple sur les musées, sur ce que font les musées, pour traiter les livres qui sont certes des objets plus froids que les tableaux, par exemple, plus abstraits. Hein. Un livre, bon, sauf quand c'est un livre exceptionnel, un unicat du XVIe siècle ou un manuscrit du Ve siècle, un livre, c'est quand même un objet abstrait, froid. Et j'aimerais que les bibliothèques apprennent à faire avec les livres ce que les musées font avec les œuvres, hein, apprennent à leur donner vie. Et aujourd'hui, avec le numérique, ça me paraît possible. Hein. Je pense qu'on pourrait imaginer d'utiliser la réalité augmentée pour, à partir d'un livre qui est un peu comme une boîte à l'intérieur de laquelle la vie s'est en quelque sorte concentrée, hein, la vie de l'auteur, la vie des idées, etc., redéployer le livre en le faisant parler, en le faisant vibrer en quelque sorte, par tout un tas de dispositifs, par des activités culturelles, par les médiations des bibliothécaires. Et donc je pense qu'un des enjeux des bibliothèques aujourd'hui, c'est fort du lieu, fort de la présence physique des lecteurs, hein,
et des interactions qu'entretiennent les bibliothécaires avec leur public, avec les lecteurs, c'est de créer des dispositifs d'incarnation des idées, d'incarnation des sentiments, des sensations, etc. Alors, comment faire, je ne sais pas exactement. Hein. Là, je suis pour l'instant un peu dans l'utopie et peut-être dans le fantasme. Mais je crois qu'il y a là un enjeu et une perspective pour les bibliothèques extrêmement intéressante. Parce que les gens viennent dans les bibliothèques, et les bibliothèques, par définition, non seulement elles ont du public, mais elles ont pour mission de faciliter l'accès aux connaissances. Donc il faut faire le lien entre les deux, quoi. Il faut réincarner les connaissances à travers une interaction des bibliothèques avec leur public. Alors quelle forme ça peut prendre exactement ? Je ne sais pas. Alors dans une bibliothèque comme celle-ci où il y a du patrimoine, le patrimoine justement est un vecteur d'incarnation, de réincarnation extrêmement intéressant. C'est plus difficile à la BPI, où justement, il n'y a pas de patrimoine. Hein. Donc, il faut là, pour le coup, imaginer des dispositifs nouveaux, il faut amener la vie par d'autres moyens que par le moyen des images patrimoniales ou des vieux livres. Il faut trouver d'autres dispositifs. Enfin, je pense qu'autour de l'incarnation, il y a quelque chose de très important à faire dans les bibliothèques. Il ne faudrait pas que les bibliothèques réduisent leur rôle uniquement à l'accès à l'information, parce que, encore une fois, dans ce domaine-là, elles ont une concurrence considérable. Voilà. Merci Patrick Bazin.